La lumière grise d'une fin d'après-midi d'automne filtrait à travers les fenêtres du modeste pavillon de banlieue, quelque part dans la grande couronne de Paris. Dehors, les feuilles mortes formaient un tapis humide et ocre sur le trottoir. À l'intérieur, le silence était une entité à part entière, lourde et oppressante. L'appartement de ma fille, Sophie, avait toujours été un lieu de vie, rempli des rires de mon petit-fils. Mais aujourd'hui, il ressemblait à un mausolée. Chaque objet, du canapé usé au dernier bibelot sur aile, étagère, semblait retenir son souffle, attendant l'aile, éclatement inévitable d'un orage qui couvait depuis bien trop longtemps. L'air était chargé d'un ressentiment accumulé, une tension si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Dans un coin du salon, un coffre à jouets en plastique débordait de voitures miniatures et de figurines colorées. Ces touches de gaieté rendaient l'atmosphère encore plus pesante, un rappel cruel de l'innocence absente. Il n'y avait pas de rire, pas de course dans le couloir, seulement le tic-tac angoissant d'une horloge murale, qui semblait égrener les dernières secondes de la paix familiale. Était le genre de calme qui précède une catastrophe, un silence qui hurle tout ce qui n'a pas été dit, toutes les frustrations et les déceptions qui ont fermenté au fil des années. Je sentais le poids de chaque non-dit peser sur mes épaules, une chape de plomb que je ne savais plus comment soulever, ni même si j'en avais encore la force. Jiffetou était assise sur le bord du canapé, le dos si droit qu'il me faisait mal, une posture que j'avais adoptée depuis des décennies comme une armure. Mon chignon, impeccable et serré, tirait sur mes tempes. Je portais mon cardigan habituel, un vêtement pratique et sans âge, boutonné jusqu'au col. Mes mains étaient posées sur mes genoux, immobiles, mais à l'intérieur, tout tremblait. À 62 ans, récemment retraité de mon poste de secrétaire administrative, je voyais les rides sur mon visage dans le reflet de l'aile, écran de télévision éteint. Ce N étaient pas des rides de joie, mais des sillons creusés par l'inquiétude, par une vie passée à vouloir tout contrôler, à commencer par le bonheur des autres, un bonheur que je croyais façonné de mes propres mains. Sophie se tenait près de la fenêtre, me tournant le dos. Sa silhouette se découpait dans la lumière blafarde du jour finissant. Je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont elle se tenait, comme si elle portait le poids du monde. À 35 ans, elle était épuisée par son travail, par son rôle de mère, et surtout j'en avais la terrible intuition, épuisée par moi. Je la regardais, ma fille unique, et je ne voyais plus la petite fille que j'avais élevée, mais une étrangère dont le malheur semblait être le reflet de mes propres échecs. Le silence entre nous était un abîme que je ne savais plus comment combler, un fossé creusé par des années de conseils non sollicités, et d'amour étouffant. La dispute avait commencé, comme toujours, par une broutille, une remarque de ma part sur la manière dont elle préparait le dîner de son fils, mon petit-fils, Léo. Un peu plus de légumes ne lui ferait pas de mal, avais-je dit, avec ce que je pensais être de la bienveillance. Mais dans ses yeux j'avais vu une étincelle de fureur, la dernière goutte qui faisait déborder un vase déjà plein à ras-bord. Ce N était pas la première fois. Mes conseils sur elle, éducation, la gestion du budget, le rangement de la maison. Chaque mot était une critique déguisée, une tentative maladroite de garder une place dans sa vie, une place que je sentais même échapper un peu plus chaque jour. Je ne comprenais pas que mon besoin être utile était devenu un fardeau. De mon point de vue, je ne faisais que mon devoir de mère. Veuve depuis 10 ans, ma fille et mon petit-fils étaient tout ce qui me restait, le centre de mon univers. Chaque geste, chaque parole, était motivé par l'amour, un amour immense et dévorant. Je voulais lui éviter les erreurs que j'avais moi-même commises, lui aplanir le chemin, la protéger du monde et d'elle-même. Je croyais sincèrement que mon expérience était un phare dans la nuit, une boussole indispensable. Était aveugle au fait que ma lumière, elle, éblouissait jusqu'à l'empêcher de trouver sa propre voie, que ma protection était devenue une cage dorée dont elle cherchait désespérément à s'échapper. Mon amour était devenu une prison. Pour Sophie, chaque suggestion était une accusation. Chaque « laisse-moi faire, tu es fatigué » était une façon de lui dire qu'elle était incapable. Ma présence constante dans sa vie, que je voyais comme un soutien indéfectible, était pour elle une intrusion, une négation de son statut d'adulte. Elle luttait pour joindre les deux bouts, pour élever son fils seul la plupart du temps, et ma présence, au lieu de l'alléger, ajoutait une pression supplémentaire. Elle voulait simplement être elle-même, avec ses imperfections et ses erreurs, mais je ne lui en laissais pas l'espace, trop occupée à vouloir peindre le tableau de sa vie à sa place, avec mes propres couleurs et mes propres pinceaux. Elle s'est finalement retournée, son visage était blême, ses yeux cernés de fatigue mais brillants d'une colère froide que je ne lui avais jamais vue. C'en était fini des larmes, des cris. Il y avait à la place une détermination glaciale qui me fit frissonner. Elle a respiré profondément, comme pour rassembler les dernières bribes de son courage, et son regard s'est posé sur moi, un regard sans filtre, qui me traversait et mettait à nu toute ma solitude et ma peur.
J'ai compris à cet instant que nous étions arrivés à un point de non-retour, que les fondations de notre relation, déjà fissurées, étaient sur le point de s'effondrer pour de bon. Ça suffit, maman. Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle tranchait l'air comme une lame. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Chaque mot était pesé, chargé du poids des années de frustration. Elle a commencé à énumérer, calmement, une liste de griefs, des plus anodins aux plus profonds. La fois où j'avais réorganisé sa cuisine pendant son absence, les critiques sur ses amis, les doutes que j'avais émis sur ses choix professionnels. Ce N était pas une explosion de rage, C était une autopsie méthodique de notre relation, et J était sur la table de dissection, incapable de dire un mot pour ma défense. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour lui dire qu'elle exagérait, que tout ce que j'avais fait partait d'une bonne intention, que mon seul but avait toujours été son bonheur. Je ne fais ça que pour ton bien, cette phrase que j'avais si souvent utilisée comme un bouclier, comme une justification universelle. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Pour la première fois, en long l'aile, écoutant, j'ai entendu la vérité derrière ses reproches. J'ai vu la femme adulte qu'elle était devenue, une femme qui n'avait plus besoin de sa mère pour lui tenir la main, mais simplement pour la regarder marcher seule, et l'applaudir. Et j'avais été incapable de faire cela. C'est alors que mes yeux se sont posés sur la petite valise, près de la porte d'entrée. Une valise de cabine, bleue, que je ne lui connaissais pas. Elle était là, discrète mais terriblement présente, comme un acteur attendant son entrée en scène. Mon cœur s'est serré. Je n'avais rien remarqué en arrivant. Sa présence signifiait que ce N était pas une décision impulsive, un coup de tête. C était un acte prémédité. La froideur de cette réalisation m'a glacé le sang. Combien de temps avait-elle préparé cela? Combien de disputes intérieures avait-elle menées avant d'en arriver à ce geste ultime, ce renvoi en bonne et due forme? Sophie a suivi mon regard. Sans un mot, elle s'est dirigée vers la porte, ses pas lourds sur le parquet. Elle a saisi la poignée de la valise avec une lenteur calculée, un geste théâtral et cruel qui scellait mon sort. Elle l'a soulevée sans effort apparent, comme si elle était vide. Mais je savais qu'elle contenait le poids de notre histoire brisée, de toutes les attentes déçues et de tous les rêves envolés. Elle est revenue vers moi, et me l'a tendue. Le silence dans la pièce était assourdissant, rompu seulement par le battement affolé de mon propre cœur dans ma poitrine. « Maman, je t'aime », a-t-elle commencé, et ces 3 mots, qui auraient dû me réconforter, ont été les plus douloureux de tous. C était un préambule à la condamnation, une façon de dire que ce N n'était pas un manque d'amour qui la poussait à agir, mais quelque chose de plus profond, de plus vital, un besoin de survie. Mais je suis à bout. Son aveu était si simple, si dénué d'artifice, qu'il en était désarmant. J était la source de son épuisement, le poison qui la rongeait lentement. Moi, sa mère, qui avait juré de la protéger de tout, J était devenue la principale menace pour son équilibre. La suite de ces paroles a été un torrent que je n'ai pas pu arrêter. J'ai besoin de mon espace, de ma vie. Tu as gâché la mienne en essayant de la contrôler, et je ne te laisserai pas faire la même chose avec mon fils. L'accusation était directe, brutale. Gâcher sa vie. Le mot a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Moi qui pensais avoir tout sacrifié pour elle, je n'avais en réalité fait que construire les barreaux de sa cage. La mention de mon petit-fils a été le coup de grâce. Elle me voyait comme un danger pour lui, une influence néfaste, dont il fallait le préserver à tout prix. J était devenu le monstre dans l'histoire de leur vie. Puis, la phrase est tombée, la phrase qui allait tout détruire, la phrase qui allait me hanter pour le restant de mes jours. Va-t'en s'il te plaît. Je n'ai plus besoin de toi. Le s'il te plaît était une formalité cruelle. Une politesse qui ne faisait qu'accentuer la violence des mots qui la précédaient. Mais c'est la fin qui m'a anéanti. Je n'ai plus besoin de toi. Toute mon identité, tout mon être, était construit sur ce besoin. Mère, veuve, grand-mère. Mes rôles étaient définis par leur dépendance à mon égard. En une seule phrase, Sophie venait de me déclarer obsolète, inutile. Elle venait de m'effacer. Un silence de mort s'est installé. Le temps semblait être arrêté. Je regardais ma fille, mais je ne la reconnaissais plus. Ou peut-être, pour la première fois, la voyais-je vraiment. Une femme forte, déterminée, qui prenait la décision la plus difficile de sa vie pour se sauver. Mes mains ont tremblé en se refermant sur la poignée froide de la valise. Le contact du plastique a été un choc, me ramenant à la réalité. C était en train d'arriver. J était chassé de chez ma propre fille. Le monde extérieur, au-delà de cette porte, me semblait soudain un territoire hostile et inconnu. Je me suis levée, mes jambes flageolantes. Mon corps pesait une tonne. Je n'ai pas pu croiser son regard. La honte me brûlait le visage. J'ai marché vers la porte comme un automate, chaque pas résonnant comme un échec.
Je n'ai pas dit au revoir. Quel mot aurait pu exister pour un tel moment? J'ai tourné la poignée, sentant le métal froid sous ma paume. Derrière moi, je n'ai entendu aucun regret, aucun appel. Juste le son de sa respiration, un souffle de soulagement peut-être. J était une étrangère dans la maison où j'avais vu grandir mon petit-fils, un fantôme dont on se débarrassait enfin. Le clic de la porte se refermant derrière moi a été le son le plus solitaire que j'ai jamais entendu. Il a marqué la fin d'un chapitre, la fin d'une vie. Je me suis retrouvée dans le couloir mal éclairé de l'immeuble, la petite valise bleue à mes pieds, mon unique possession dans ce naufrage. L'air frais de l'automne, en me frappant le visage, n'a eu aucun effet. J'en étais engourdi, vide. Le but de ma vie, la raison de mon existence, venait de même. Être retiré. Je haine, était plus la mère de Sophie, la grand-mère de Léo. Je haine, était plus personne. Juste une vieille femme, seule, avec une valise. Ce moment de rejet absolu, cette expulsion brutale de mon propre clan, a été le point de rupture. Le début d'une chute libre, dans un vide que je ne connaissais pas. Mais ce que j'ignorais alors, c'est que parfois, il faut toucher le fond pour trouver la force de remonter. Cette porte qui était fermée sur mon passé, était aussi, sans que je le sache encore, la première à s'ouvrir sur mon avenir. Si cette histoire commence à vous parler, si elle fait écho à quelque chose en vous, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quel coin du monde vous nous regardez. Nos vies sont faites d'histoires qui méritent d'être partagées. Le froid du banc en bois s'infiltrait à travers mon manteau, un froid humide et pénétrant qui semblait geler mes os un par un. Je suis restée là, assise dans ce parc de quartier anonyme, la petite valise bleue posée à côté de moi comme un chien fidèle et malheureux. Le ciel virait au violet, et les quelques rares passants pressaient le pas, rentrant chez eux, vers la chaleur d'un foyer. Un foyer. Ce mot avait perdu tout son sens. Je regardais les feuilles mortes tourbillonner sur le gravier, et je me sentais exactement comme elles, détachée de ma branche, sans but, balayée par un vent glacial que je n'avais pas vu venir. La phrase de Sophie tournait en boucle dans ma tête, chaque mot un éclat de verre, je n'ai plus besoin de toi. Comment en étais-je arrivé là? La question était un marteau qui frappait l'enclume de mon crâne. Je fermais les yeux et je revoyais ma vie, non pas comme un long fleuve tranquille, mais comme une succession de choix, de gestes, de paroles, qui, mis bout à bout, avaient construit cette cage dont ma fille venait de me chasser. J'avais toujours cru bien faire. Était là toute la tragédie. Mon intention n'avait jamais été de nuire, étouffer. Mon intention était l'amour. Mais un amour déformé, un amour qui était transformé en lierre, grimpant le long de sa vie, l'enserrant à l'empêcher de respirer. J était devenue la gardienne d'une prison que j'avais moi-même bâtie, brique par brique, conseil après conseil. Tout a vraiment commencé, ou plutôt s'est aggravé, il y a 10 ans, à la mort de Jean-Pierre. Mon mari. Il était mon ancre, mon équilibre. Il savait tempérer mes angoisses, adoucir mes angles. Quand je devenais trop protectrice avec Sophie, il posait une main sur mon bras et disait avec un sourire doux, « Laisse-la faire sa propre expérience, Martine. Elle doit bien tomber 1 ou 2 fois pour apprendre à marcher. » Sa présence était un tampon entre mon anxiété et le monde. Nous avions une vie simple, réglée, dans ce même pavillon de banlieue où j'avais grandi. Il était contremaître, moi secrétaire. Nous n'étions pas riches, mais nous avions l'essentiel, et surtout, nous avions. Sa maladie a été foudroyante, un cancer du pancréas diagnostiqué trop tard. En 6 mois, il n'était plus là. Pendant ces 6 mois, je me suis dévouée corps et âme. Je suis devenue son infirmière, sa cuisinière, sa confidente. Chaque jour, je lui prouvais qu'il avait besoin de moi, que sans moi, il serait perdu. Était ma façon de lui montrer mon amour, mais avec le recul, je comprends que était aussi une façon de me rassurer. Être indispensable était devenu mon unique rempart contre la peur panique de me retrouver seule. Le jour de son enterrement, en voyant le cercueil descendre en terre, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Une partie de moi était partie avec lui, et le vide qu'il laissait était un gouffre béant. C'est ce vide que j'ai tenté de combler avec Sophie. Elle est devenue le centre absolu de mon univers, l'unique projet de ma vie. Elle avait 25 ans à l'époque, elle commençait sa carrière, elle avait ses propres amis, ses propres rêves. Mais je ne voyais plus ça. Je ne voyais qu'une jeune femme fragile, que je devais protéger, guider, comme si elle était encore une enfant. Mon deuil s'est transformé en un besoin maladif de contrôle. Je l'appelais 10 fois par jour. Je débarquais chez elle à l'improviste, avec des plats cuisinés, sous prétexte qu'elle ne mangeait pas assez bien. Je réorganisais ses placards parce que c'est plus pratique comme ça, tu verras. Chaque geste était une intrusion, mais je le masquais sous le voile de l'aide maternelle. Je me souviens de sa première tentative de rébellion.
Elle avait décidé de partir en vacances en Italie avec des amis. J'ai tout fait pour l'en dissuader. C'est dangereux, 3 filles seules là-bas. Tu es sûre de tes amis? On ne les connaît pas bien. Et si tu tombais malade? Tu ne parles même pas italien. J'ai listé tous les scénarios catastrophes possibles, non pas pour la protéger, mais parce que l'idée qu'elle puisse être heureuse et autonome loin de moi était insupportable. Elle est partie quand même, mais je lui avais gâché une partie du plaisir. Mon angoisse était devenue une compagne de voyage qu'elle n'avait pas invitée. Elle m'avait envoyé une carte postale laconique, presque froide. J'aurais dû comprendre le message. Puis Léo est arrivé. La naissance de mon petit-fils aurait dû être un moment de pur bonheur. Et ce le fut, mais d'une manière tordue. Pour moi, était la preuve ultime que Sophie avait besoin de moi. Une jeune mère, seule la plupart du temps car son compagnon, Marc, était souvent en déplacement pour son travail, ne pouvait pas s'en sortir sans l'aide de sa propre mère. Je me suis autoproclamée coéducatrice. Je ne donnais pas des conseils, émettais des décrets. Sur l'allaitement, la diversification alimentaire, les heures de sieste, le choix de la crèche. Je contredisais Sophie devant son propre fils, sapant son autorité avec des phrases comme « Mamie sait ce qui est bon pour toi, mon chéri ». Je revoyais les scènes avec une clarté douloureuse. Un jour, j'ai surpris Sophie en train de donner un biscuit à Léo avant le dîner. J'ai arraché le gâteau de la main du petit, qui s'est mis à hurler. « On ne donne pas de sucreries avant de manger, Sophie, c'est la base, tu vas lui couper l'appétit. » Je me souviens de son regard. Un mélange de fureur et d'humiliation. Elle n'a rien dit. Elle a pris son fils dans ses bras, l'a consolé, et a quitté la pièce. Ce silence était pire qu'une dispute. Était le son d'une porte qui se fermait à l'intérieur d'elle, me laissant dehors. Mais était trop aveugle pour le voir, trop persuadée d'avoir raison. Les problèmes financiers de Sophie sont devenus un autre terrain de jeu, pour mon besoin de contrôle. Elle avait du mal à joindre les deux bouts avec son salaire d'assistante commerciale et un loyer élevé. Je l'aidais financièrement, bien sûr. Mais chaque chèque était assorti de conditions. Je me permettais de vérifier ses relevés de compte. Pourquoi as-tu dépensé autant au restaurant ce mois-ci? Ce pull, il était vraiment nécessaire? Je la traitais comme une adolescente irresponsable, oubliant qu'elle était une femme de 35 ans qui se battait chaque jour pour offrir une vie décente à son fils. Mon aide était pas un cadeau, était une laisse. Je me souviens d'une conversation particulièrement violente. Elle voulait inscrire Léo à un cours de judo. J'ai immédiatement critiqué son choix. Du judo? Mais c'est trop cher. Et puis, il est si petit, il va se faire mal. Un peu de dessin à la maison, c'est bien suffisant et ça ne coûte rien. Elle m'avait répondu, la voix tremblante de colère contenue. Maman, c'est ma décision. C'est mon argent. Je lui avais rétorqué, avec une cruauté que je ne m'explique toujours pas. Ton argent? Ou le mien que je te donne tous les mois? Elle avait blêmi. Était un coup bas, une façon de lui rappeler sa dépendance, de la rabaisser. Elle avait fini par céder, et Léo n'avait jamais fait de judo. Ma retraite, il y a 6 mois, a été le coup de grâce. Libérée de mes obligations professionnelles, j'avais désormais tout mon temps. Et j'ai décidé de le consacrer entièrement à sa vie. J'avais pris un double des clés de son appartement en cas d'urgence. Et je m'en servais pour entrer quand elle était pas là. Je faisais le ménage, le repassage, je remplissais son frigo. Je pensais lui rendre service, l'alléger de son fardeau. En réalité, je violais son intimité, je lui volais son espace. Je la dépossédais de son propre foyer. Elle rentrait le soir, épuisée, et trouvait sa mère qui l'attendait, avec une liste de tout ce qu'elle avait mal fait, et que j'avais corrigé. Les disputes devenaient plus fréquentes, plus âpres, mais elles se terminaient toujours de la même manière. Je me mettais à pleurer, je lui parlais de sa pauvre mère veuve et seule, de tout ce que j'avais sacrifié pour elle. Je la faisais culpabiliser. Était une manipulation odieuse, une forme de chantage affectif. Et ça marchait. Elle finissait toujours par s'excuser, par me prendre dans ses bras, même si, était-elle la victime. Je la voyais éteindre à petit feu, son énergie vitale, aspirée par ma présence toxique. Son sourire était devenu rare, ses yeux étaient constamment cernés. Je la rendais malheureuse, et je me persuadais que était pour son bien. La dernière semaine avait été particulièrement tendue. J'avais critiqué la nouvelle coupe de cheveux de Léo, faite par Sophie elle-même pour économiser de l'argent. On dirait qu'un rat lui a grignoté la tête, avais-je gloussé, pensant être drôle. J'avais vu la mâchoire de Sophie se contracter. Le lendemain, j'avais trié les jouets de Léo, jetant ceux que je jugeais trop vieux ou abîmés sans lui demander son avis. L'avant-veille, j'avais répondu à son téléphone fixe, qui ne sonne jamais, et était tombé sur une agence de recouvrement pour une facture impayée.
J'avais passé le reste de la journée à lui faire la morale sur sa gestion. Chaque jour je posais une nouvelle pierre sur le mur qui nous séparait. Et puis il y a eu cette dernière remarque, celle sur les légumes. Une phrase banale, anodine en apparence. Mais ce N n'était pas la phrase elle-même qui comptait. C était le millier de phrases similaires qui l'avaient précédée. C était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase du ressentiment, de la fatigue, de la colère. Quand elle s'est retournée, son visage n'exprimait plus la colère. Il exprimait une sorte de paix terrible. La paix de quelqu'un qui a pris une décision irrévocable et qui s'y tient, quel qu'en soit le coût. Elle avait atteint son point de rupture, et ce point de rupture, était moi. Assis sur ce banc, le film de ma vie défilant devant mes yeux, je commençais à comprendre. Pas à excuser, mais à comprendre. Je n'avais pas seulement été une mère envahissante. J'avais été un poids, un obstacle à son bonheur. Dans ma quête désespérée pour être indispensable, J était devenue insupportable. Ma peur de la solitude m'avait poussé à m'accrocher à elle si fort que je l'avais presque étouffée. Et la seule façon pour elle de survivre, de respirer à nouveau, avait été de couper le lien. De m'amputer de sa vie comme on ampute un membre gangréné. Un couple de jeunes est passé devant mon banc, main dans la main. Ils ont ri d'une blague que je n'ai pas entendue. Leur bonheur simple et insouciant m'a transpercé le cœur. J'avais eu ça, moi aussi. Avec Jean-Pierre. Nous étions une équipe. Après sa mort, j'avais essayé de faire équipe avec Sophie, mais je était comportée non pas comme une coéquipière, mais comme un entraîneur autoritaire et tyrannique, qui siffle chaque faute, et ne reconnaît jamais les bons coups. J'avais oublié que le but du jeu N était pas de gagner mais de jouer ensemble. La nuit tombait pour de bon. Les lumières du parc se sont allumées, projetant des cercles de lumière jaune et malade sur le sol. Je frissonnais, mais je ne savais pas si était à cause du froid ou du désespoir. Où allais-je aller ? Je n'avais nulle part où aller. Ma petite retraite me permettait à peine de vivre, et certainement pas de payer un loyer. J'avais quelques économies, mais pas assez pour tenir longtemps dans un hôtel. J'avais des voisins, des connaissances, mais pas de véritables amis à qui je pouvais me confier. Jean-Pierre avait été mon seul ami. Depuis sa mort, je étais isolé, ne vivant que, à travers Sophie. Le regard des autres. Cette pensée me terrifiait. Que diraient les gens du quartier ? Martine. La mère parfaite. La veuve courageuse. Mise à la porte par sa propre fille. La honte me brûlait les joues, plus encore que le froid. J'avais passé ma vie à construire une façade de respectabilité, de contrôle, de perfection. Et en quelques minutes, tout était effondré. Je était plus qu'une vieille femme pathétique, assise sur un banc public avec une valise, un cliché de mélodrame. Sauf que ce était pas un film. Était ma vie. Je pensais à Léo. Mon petit garçon. Allais-je ne plus jamais le voir ? L'idée était une douleur physique. Une torsion dans mes entrailles. Je l'aimais plus que tout. Mais l'aimais-je bien ? L'aimais-je pour lui, ou pour ce qu'il représentait pour moi ? Un moyen de rester connecté à Sophie ? Un nouveau projet à gérer ? Une nouvelle vie à modeler ? La phrase de ma fille revenait me hanter. Je ne te laisserai pas faire la même chose avec mon fils. Elle me voyait comme une menace pour lui. Et si elle avait raison ? Et si mon amour, que je croyais si pur, était en fait égoïste et destructeur ? Je me suis souvenu de elle, époque où J était jeune mariée. Ma propre mère, elle aussi, était du genre à vouloir tout régenter. Elle critiquait ma façon de tenir ma maison, ma cuisine, mes dépenses. Je me souviens de la colère que je ressentais, du sentiment d'injustice. Je était juré de ne jamais être comme elle. Et pourtant, des décennies plus tard, Jean était devenu son portrait craché, peut-être même en pire. Le cycle était répété, et j'avais été incapable de le briser. J'avais reproduit exactement ce qui m'avait fait souffrir, infligeant les mêmes blessures à ma propre fille. Le parc était presque désert maintenant. Seul un jeune homme était assis sur un banc un peu plus loin, sous un lampadaire. Il semblait absorbé par un carnet qu'il tenait sur ses genoux. Il dessinait, peut-être. Sa présence tranquille était étrangement apaisante. Il ne me regardait pas. Il ne me jugeait pas. Il était juste là, dans son propre monde. Pour la première fois depuis des heures, je me suis senti un peu moins seul. Même si nous étions deux étrangers partageant le même silence sous un ciel d'encre. J'ai ouvert mon sac à main, mes doigts gourds et froids cherchant mon téléphone. Je voulais appeler Sophie. L'insulter, la supplier, je ne savais pas. Je voulais juste entendre sa voix. J'ai composé son numéro, puis je l'ai effacé. Qu'est-ce que je pouvais lui dire ? Que j'avais compris ? Était trop tôt. Les mots sonneraient faux. Que je m'excusais ? Une excuse ne pouvait pas effacer des années de douleur. Il n'y avait rien à dire. Elle avait besoin de silence.
elle avait besoin d'espace. Me le lui refuser encore une fois aurait été la preuve ultime que je n'avais rien appris. J'ai pensé à mon appartement. Le mien, celui où j'avais vécu avec Jean-Pierre. Après sa mort, j'avais vendu. Seconde était trop grand, trop plein de souvenirs. J'avais pris un petit 2 pièces dans une résidence pour seniors. Mais je n'y étais presque jamais. Je passais toutes mes journées, et parfois mes nuits, chez Sophie. Mon propre chez-moi était devenu un simple lieu de stockage pour mes affaires, un endroit où dormir quand je n'était pas de service chez ma fille. Je réalisais avec horreur que je n'avais pas construit ma propre vie de veuve. J'avais simplement squatté celle de Sophie. Mon rôle de secrétaire administrative m'est revenu en mémoire. J'y étais efficace, organisée, méticuleuse. J'aimais quand les choses étaient à leur place, quand les dossiers étaient bien classés, quand les plannings étaient respectés. J'avais géré mon travail avec une main de fer dans un gant de velours. Et j'avais fait la même chose avec ma famille. J'avais traité ma fille et mon petit-fils comme des dossiers à gérer, des problèmes à résoudre, des plannings à optimiser. J'avais oublié qu'ils n'étaient pas des tâches à accomplir, mais des êtres humains avec leurs propres désirs, leurs propres failles, leurs propres chaos. Un vent plus fort s'est levé, faisant claquer les branches nues des arbres. J'ai remonté le col de mon manteau. La réalité de ma situation me frappait de plein fouet. J'allais devoir trouver une solution. Pratique. Logistique. Je ne pouvais pas passer la nuit sur ce banc. J'ai pensé à un petit hôtel près de la gare. Pas trop cher. Je pourrais y rester une nuit ou deux, le temps de réfléchir. Le temps de laisser la poussière retomber. C'était la première décision que je prenais pour moi, et seulement pour moi, depuis des années. C'était terrifiant. J'ai regardé ma valise. Si petite. Que pouvait-il y avoir dedans? Sophie avait dû la préparer à l'avance. Cette idée me glaçait. Ce n'était pas un coup de sang. Était une expulsion planifiée. Elle avait dû rassembler quelques affaires pour moi. L'essentiel pour tenir un jour ou deux. Une brosse à dents. Une tenue de rechange. Un pyjama. Le geste était à la fois cruel et étrangement attentionné. Comme si, même en me chassant, elle ne pouvait s'empêcher de jouer son rôle de fille, s'assurant que sa mère ait au moins le strict nécessaire. Cette contradiction était le reflet de notre relation. Un amour malade, mais un amour quand même. J'ai toujours pensé que l'amour se mesurait à l'aune du sacrifice. J'ai sacrifié mon temps, mon énergie, mes propres centres d'intérêt pour Sophie. J'ai arrêté de voir mes quelques amis parce que Sophie a besoin de moi. J'ai abandonné mon club de lecture parce que je dois garder Léo. Je pensais que étaient des preuves d'amour. Mais ce était que des excuses pour nourrir ma dépendance. Je n'ai pas sacrifié, je me suis effacé. Et en m'effaçant, j'ai exigé, inconsciemment, qu'elle s'efface aussi pour me faire une place. Était un pacte faustien, dont elle venait de se libérer. Le jeune homme au carnet de croquis s'est levé. Il a rangé son carnet dans son sac à dos, et a commencé à éloigner. En passant près de mon banc, nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Il m'a adressé un léger hochement de tête, presque imperceptible. Ce n'était pas de la pitié. Était une simple reconnaissance. Je vous ai vu. Était tout. Mais ce simple geste a brisé quelque chose en moi. Une larme, une seule, chaude, a roulé sur ma joue gelée. Était la première depuis que j'avais quitté l'appartement de Sophie. La première fissure dans l'armure de mon déni. Je me suis souvenu d'une phrase de Jean-Pierre. Un jour où je m'inquiétais pour l'avenir de Sophie, qui était alors adolescente, il m'avait dit « Aimer. Ce n'est pas tenir la main de quelqu'un pour l'empêcher de tomber. C'est lui apprendre à marcher seul, et être là pour l'aider à se relever s'il tombe. » J'avais trouvé sa phrase jolie à l'époque, mais je ne l'avais pas comprise. Je n'avais jamais lâché la main de Sophie. Je la serrais si fort que je lui avais coupé la circulation sanguine. Je ne lui avais jamais appris à marcher seule. Je lui avais servi de béquille jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus avancer. La solitude de ce parc était absolue. Ce était plus seulement l'absence des autres. Était un état intérieur, un vide immense. J'avais passé ma vie à fuir ce sentiment, à le combler avec le bruit, l'agitation, les besoins des autres. Et maintenant il était là, face à moi, impossible à ignorer. J'étais seule. Vraiment seule. Pour la première fois depuis la mort de mon mari. Et la peur que je ressentais était si intense qu'elle me donnait la nausée. Qui étais-je, si je n'étais pas la mère de Sophie, la grand-mère de Léo? Qui était Martine? Je n'en avais aucune idée. Je me suis levée, mes articulations protestant après être restée si longtemps immobile dans le froid. J'ai saisi la poignée de la valise. Le plastique était glacial. J'ai fait un pas, puis un autre, en direction de la sortie du parc, vers les lumières de la ville.
Chaque pas était une épreuve. Je ne marchais pas vers une destination, je fuyais un point de départ. Je fuyais là, épave de ma vie. Mais je savais, au fond de moi, que je ne pouvais pas y échapper. Elle, épave, était moi, et je la transportais avec moi, où que j'aille. En passant sous le porche de sortie du parc, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Le banc était vide, sous la lumière crue du lampadaire. Il ressemblait à une pierre tombale. La tombe de la femme que j'avais été. La mère, la grand-mère, la matriarche autoproclamée. Cette femme était morte ce soir, dans le salon de sa fille. Et celle qui marchait maintenant dans la rue froide, tirant une petite valise bleue, était quelqu'un d'autre. Une étrangère. Une inconnue qui devait tout réapprendre, à commencer par vivre. Mon histoire avec Jean-Pierre avait été simple. Nous nous étions rencontrés jeunes, à un bal de village. Un coup de foudre banal et merveilleux. Il était drôle, solide, rassurant. Il m'a appris à moins m'inquiéter, à prendre la vie avec plus de légèreté. Pendant 35 ans, il a été mon contrepoids. Je m'occupais de la logistique de notre vie, des factures, des rendez-vous. Lui s'occupait de l'aile, âme de notre foyer, de la joie, des rires. Quand il est parti, c'est comme si la musique était arrêtée, et j'ai essayé de continuer à danser en silence, mais ce N était qu'une gesticulation maladroite et triste. J'ai toujours eu ce besoin de tout organiser. Était ma nature profonde. Enfant, je classais mes poupées par taille et par couleur. À et lycée, école, mes cahiers étaient des modèles de propreté et d'organisation. Ce qui était une qualité dans ma vie professionnelle est devenu un défaut monstrueux dans ma vie personnelle. J'ai appliqué à l'amour les mêmes principes que à la comptabilité. Tout devait être ordonné, prévisible, sans dépassement. J'ai voulu mettre les émotions en équation, contrôler les inconnus. Mais la vie, et surtout l'amour, ce n'est pas des mathématiques. C'est un chaos magnifique et imprévisible. Et ce chaos me terrifiait. La relation entre Sophie et son compagnon Marc a toujours été une source d'inquiétude pour moi. Son travail l'obligeait à de fréquents déplacements, parfois pendant plusieurs semaines. Je ne comprenais pas ce choix de vie. Pour moi, une famille devait être ensemble, unie sous le même toit, chaque soir. Je voyais son absence comme un abandon, une faille dans leur couple. Je n'ai jamais manqué une occasion de le souligner à Sophie. Il t'appelle au moins ? Il ne se rend pas compte de tout ce que tu gères seul ? Je semais la zizanie, pensant la protéger, alors que je ne faisais que saper la confiance qu'elle avait en son propre couple. Je me souviens de l'anniversaire des 30 ans de Sophie, j'avais insisté pour organiser une grande fête surprise chez elle. J'avais tout géré, de la liste des invités au traiteur, sans la consulter. Je voulais que ce soit parfait. Le jour J, elle est rentrée, fatiguée de sa journée de travail, et a trouvé son appartement envahi par des dizaines de personnes. Elle a souri, bien sûr, elle a remercié tout le monde. Mais j'ai vu dans ses yeux une ombre de panique. Je ne lui avais pas offert une fête. Je lui avais imposé une performance sociale, un rôle à jouer. J'avais encore une fois décidé à sa place de ce qui devait la rendre heureuse. Mes conseils N étaient jamais de simples suggestions. Ils étaient formulés comme des vérités absolues, quand elle cherche. Les semaines qui suivirent furent un brouillard de solitude et de honte. J'avais trouvé refuge dans un petit hôtel meublé près de la gare. Un lieu impersonnel aux murs fins, comme du papier à cigarette. Chaque jour était une lutte pour simplement me lever, pour affronter le reflet d'une femme que je ne reconnaissais plus dans le miroir. J'ai passé des heures sur ce même banc de parc, qui était devenu mon confessionnal silencieux. C'est là que j'ai revu Léo, le jeune étudiant des Beaux-Arts. Il ne m'a pas posé de questions. Il s'asseyait parfois non loin, dessinait, et un jour il m'a simplement tendu un gobelet de café fumant de son thermos. Ce geste simple, dénué de pitié ou de curiosité, a été la première lueur de chaleur dans mon hiver intérieur. Nous avons commencé à parler. Ou plutôt, il parlait, et j'y écoutais. Il me racontait ses rêves de peinture, la difficulté de être loin de sa famille en Provence, une famille qui ne comprenait pas sa vocation. Un jour, il m'a dit une phrase qui a fait écho en moi. Parfois, pour qu'ils continuent de nous aimer, il faut accepter d'être loin. Il faut leur laisser l'espace de nous manquer. Ces mots d'une sagesse si simple m'ont frappé de plein fouet. Il ne s'agissait pas d'abandon mais de respect. Il ne s'agissait pas de couper les ponts, mais de laisser l'autre respirer pour qu'il puisse, un jour, revenir vers nous de son plein gré. J'ai commencé à comprendre que mon amour n'avait laissé aucune place au manque, et donc aucun espace pour le désir. C'est une après-midi pluvieuse, en faisant quelques courses au petit supermarché du quartier, que j'ai croisé Madame Dubois, une ancienne voisine du pavillon où j'avais vécu avec Jean-Pierre. Après les politesses d'usage, elle m'a demandé
avec cette curiosité un peu maladroite, des gens qui savent qu'il y a un drame, mais n'osent pas l'aborder de front. Et votre petite Sophie, comment va-t-elle? Et le petit Léo? Je l'ai entendu tousser l'autre jour, le pauvre chou. J'espère que ce n'est pas la grippe qui court en ce moment. Mon sang s'est glacé. Léo, mon petit-fils, était malade. Chaque fibre de mon être, chaque instinct de mère et de grand-mère s'est mis à hurler en moi. La panique, pure et viscérale, a saisi ma gorge. La vieille Martine a immédiatement pris le dessus. Une voix dans ma tête a commencé à dicter le plan d'action. Courir chez Sophie, utiliser mon ancien double des clés que j'avais stupidement gardé, prendre la situation en main. Je l'imaginais, seul et dépassé, avec son fils fiévreux, incapable de gérer. Je me voyais déjà prendre sa température, lui préparer une bouillie, l'aborder. Je me voyais lui prouver, une fois pour toutes, qu'elle avait besoin de moi, qu'elle avait eu tort de me chasser. C était une pulsion puissante, un besoin irrépressible de redevenir indispensable, de reprendre ma place par la force, justifié par l'urgence et l'amour. Mais alors que je me dirigeais presque en courant vers son immeuble, une autre image s'est superposée à ma vision. L'image du visage de Sophie, le jour où elle m'avait tendu la valise. Ce N était pas de la colère. C était de l'aile, épuisement. Et les mots du jeune Léo dans le parc, laissez l'espace de nous manquer. Si je forçais sa porte, je ne serais pas une sauveuse. Je serais une cambrioleuse, venant voler le peu d'autonomie et de confiance en elle qu'elle essayait de reconstruire. Je ne la soulagerais pas, je l'humilierais. Je prouverais qu'elle avait raison, que J était incapable de respecter ses limites, même face à la maladie de son fils. J'ai stoppé net au milieu du trottoir, le cœur battant à tout rompre, déchiré entre deux mondes. C'est là que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai fait demi-tour. Je ne suis pas allé chez elle. Je suis allé à la supérette. J'ai acheté un poulet fermier, des carottes, des poireaux, du céleri, du persil. Tous les ingrédients du bouillon de poule que ma propre mère me faisait quand J était enfant. Ce plat qui ne guérit pas les corps, mais qui réconforte les âmes. Puis je suis passé à la pharmacie. J'ai acheté un thermomètre digital, plus fiable que le vieux qu'elle devait avoir, et du paracétamol pour enfants. Je n'achetais pas des objets, j'achetais des gestes de soin. Des preuves d'amour silencieuses et respectueuses. Chaque article dans mon panier était un mot que je n'osais pas prononcer. De retour dans ma chambre d'hôtel impersonnelle, j'ai utilisé la petite kitchenette commune. L'odeur des légumes qui mijotaient a commencé à emplir l'espace, chassant un peu l'odeur de renfermé et de tristesse. Préparer ce bouillon était un acte méditatif. Chaque geste était précis, lent, chargé d'intention. En épluchant les carottes, je pensais à toutes les fois où j'avais critiqué sa cuisine. En lavant le persil, je me souvenais de toutes les herbes que j'avais jetées de son frigo, les jugeant passées. Ce bouillon N était pas seulement pour Léo. C était aussi mon acte de contrition, ma pénitence. Une façon de transformer des années de critique en un simple geste de nourriture et de chaleur. Le bouillon a mijoté pendant des heures. Le temps s'est étiré, me laissant seul avec mes pensées. J'ai compris que le véritable amour ne s'impose pas, il se propose. Il ne force pas les portes, il attend patiemment sur le seuil. Il ne crie pas « tu as besoin de moi ». Il murmure « je suis là si tu as besoin ». Pendant toutes ces années, j'avais confondu amour et possession, soin et contrôle. Je voulais tellement être le centre de leur vie que j'avais oublié que le soleil ne force pas les planètes à tourner autour de lui. Il se contente de briller, et sa chaleur les attire naturellement. J'avais été une naine noire, aspirant toute la lumière autour de moi. Quand le bouillon fut prêt, je l'ai versé avec précaution dans un grand thermos pour qu'il reste bien chaud. J'ai mis le thermos, le thermomètre et les médicaments dans un sac en toile. Puis j'ai cherché un bout de papier. J'ai pris une feuille du petit carnet de l'hôtel. Ma main tremblait tellement que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour écrire. Je ne voulais pas de phrases longues, pas de justification, pas de chantage affectif. Juste la vérité. Simple. Pure. J'ai écrit les mots exacts qui me sont venus. Ceux dictés par cette nouvelle version de moi-même qui essayait de naître, pour que vous repreniez des forces. Pas besoin d'appeler, je voulais juste que vous sachiez que je vous aime, maman. La nuit était tombée quand je suis reparti en direction de son immeuble. Le sac pesait lourd dans ma main, non pas par son poids physique, mais par tout ce qu'il symbolisait. C était une offrande, un drapeau blanc. En arrivant devant l'immeuble, j'ai levé les yeux vers ses fenêtres. La lumière était allumée dans la chambre de Léo. Mon cœur s'est serré. J'ai imaginé Sophie, veillant sur lui, fatiguée, inquiète. La tentation de monter, de sonner, de la prendre dans mes bras, était immense. Une vague qui menaçait de me submerger. J'ai dû m'agripper à la grille du petit jardin, pour ne pas céder.
J'ai gravi les 3 étages en retenant mon souffle, comme une voleuse. Chaque marche ravivait un souvenir. Le bruit des pas de Léo apprenant à marcher, le son de la voix de Sophie m'appelant depuis le palier. Le couloir était silencieux. Devant sa porte, je me suis arrêtée. C était la frontière, le point de non-retour. Un pas de plus, un coup à la porte, et je redevenais celle que j'avais toujours été. Mais si je reculais, si je respectais sa décision, alors peut-être, un jour, cette porte pourrait-elle se rouvrir d'elle-même. C était un pari, le pari le plus terrifiant et le plus important de mon existence. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai pensé à mon mari, Jean-Pierre. J'ai pensé à ce qu'il m'aurait dit. Laisse-la faire, Martine. Fais-lui confiance. Alors, j'ai déposé le sac en toile sur le paillasson. Doucement, sans faire le moindre bruit. J'ai glissé le petit mot dans la poignée de la porte, là où elle ne pourrait pas le manquer. C était un geste de reddition. Je n'abandonnais pas ma fille. J'abandonnais mon besoin de la contrôler. Je renonçais au pouvoir pour choisir l'amour. Le véritable amour. Celui qui libère. Puis j'ai fait la chose la plus difficile. Je me suis retournée, et je suis partie. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas écouté derrière la porte. J'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds, et une fois dans la rue, je n'ai pas regardé en arrière. En marchant dans la nuit froide, des larmes coulaient sur mes joues. Mais pour la première fois, ce N n'était pas des larmes de pitié pour moi-même. C étaient des larmes de deuil pour la femme que j'avais été, et des larmes d'espoir pour celle que je pouvais peut-être devenir. C était une douleur pure, mais une douleur qui purifiait. À l'intérieur, Sophie était à bout de force. Léo S était enfin endormie, mais sa respiration était sifflante et son front brûlant. Elle S était assise sur le sol de sa chambre, la tête entre les mains, pleurant silencieusement de fatigue et de solitude. Marc, son compagnon, était coincé à l'aile, étranger par une grève des transports, et elle se sentait terriblement seule pour affronter cette épreuve. Elle se sentait coupable d'avoir chassé sa mère, même si elle savait que ce était nécessaire. Elle aurait eu besoin d'aide, mais elle ne pouvait se résoudre à la rappeler, de peur que tout recommence comme avant. Vers minuit, à court de tisane, elle a décidé d'aller jeter les poubelles, juste pour prendre l'air 1 minute sur le palier. Elle a ouvert la porte machinalement, les yeux embués de larmes. Son pied a heurté quelque chose de mou. Elle a baissé les yeux, surprise. Elle a vu le sac en toile. Un instant, elle n'a pas compris. Puis son regard s'est porté sur la poignée de la porte, sur ce petit bout de papier plié. Elle l'a attrapé, le cœur battant la chamade, redoutant une nouvelle lettre de reproche, une nouvelle tentative de manipulation. Elle a reconnu, elle, écriture de sa mère. Cette écriture ronde et appliquée qu'elle connaissait par cœur. Avec une main tremblante, elle a déplié le papier. Ses yeux ont parcouru les quelques lignes. Pour que vous repreniez des forces. La simplicité du message l'a désarmée. Puis la phrase qui a tout changé, pas besoin d'appeler. Ce N était pas un ordre, ce N n'était pas un piège. C était une permission. La permission de recevoir de l'aide sans avoir à payer le prix de l'intrusion. La permission D, être aimé sans être étouffé. Sophie a regardé à l'intérieur du sac. Le thermos, encore chaud, le thermomètre neuf, les médicaments. L'odeur du bouillon de son enfance est montée jusqu'à elle. Une odeur de réconfort absolu. Une odeur de maman. Et là, debout sur son paillasson au milieu de la nuit, elle a éclaté en sanglots. Mais ce N était plus des larmes de colère, ou des épuisements. C étaient des larmes de soulagement. Des larmes de gratitude. Des larmes qu'il avait des années de ressentiment. Elle a compris. Elle a compris que sa mère, pour la première fois, l'avait entendu. Vraiment entendu. Elle s'est agenouillée, a pris le thermos dans ses mains comme une relique précieuse, et l'a serré contre sa poitrine. Elle a pleuré longtemps, pour tout ce qui avait été gâché, mais aussi pour ce qui pouvait, peut-être, être sauvé. Ce simple sac sur son paillasson, N, était pas qu'un bouillon de poule. C, était un pont, fragile mais réel, jeté au-dessus de l'abîme de silence et de douleur qui les avait séparés. C, était le début d'autre chose, une promesse d'un amour différent, plus adulte, plus respectueux. Un amour où l'on pouvait prendre soin l'un de l'autre sans se dévorer. Ce geste a tout changé. Il n'a pas effacé le passé, il ne l'a pas guéri d'un coup de baguette magique. Mais il a ouvert une porte. Il a prouvé que J était capable de changer, que mon amour pour elle était plus fort que mon besoin de contrôle. En renonçant à être indispensable, j'avais enfin réussi à être utile. En acceptant de m'effacer, je m'aime, était enfin rendu visible à ses yeux.
J'avais posé la première pierre d'une nouvelle relation, une relation où nous pourrions peut-être un jour nous retrouver, non plus comme une mère et son enfant, mais comme deux femmes qui s'aiment. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Sophie est restée là, sur le seuil, tenant la note contre son cœur. Elle a versé une tasse de bouillon chaud et l'a bu lentement, sentant la chaleur se répandre en elle, apaisant non seulement son corps fatigué, mais aussi son âme meurtrie. Elle n'a pas appelé cette nuit-là. Elle a respecté le souhait de sa mère, mais elle savait, avec une certitude absolue, qu'elle appellerait le lendemain. Pas par devoir, pas par pitié, mais parce qu'elle en avait envie. Parce que sa mère lui manquait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait un manque sain, un désir de connexion, et non une obligation. De mon côté, en rentrant dans ma chambre d'hôtel, je n'ai ressenti ni triomphe, ni satisfaction. Juste un immense calme, un vide, mais un vide paisible. J'avais fait ce que j'avais à faire, sans rien attendre en retour. Pour la première fois de ma vie, j'avais agi par amour pur. Un amour qui ne demandait rien, qui ne comptabilisait rien. J'ignorais ce que l'avenir nous réservait, si Sophie me pardonnerait un jour complètement. Mais cette nuit-là, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux. Je aime. Était pardonné à moi-même. J'avais accepté mes erreurs, et j'avais fait un premier pas pour les réparer. Ce soir-là, en m'endormant, je n'ai pas rêvé du passé, des reproches ou des regrets. J'ai rêvé d'un banc dans un parc, baigné d'une douce lumière d'automne. Ja était assise, et à côté de moi, il y avait de la place. Une place vide, non pas angoissante, mais pleine de possibilités. Une place pour une amie, pour une nouvelle connaissance, ou peut-être, un jour, pour ma fille. Une place que je n'avais plus besoin de remplir à tout prix, pour me sentir exister. J'apprenais enfin à être seule, et paradoxalement c'est ce qui allait me permettre de ne plus jamais être vraiment. L'aube qui s'est levée le lendemain matin n'avait pas la même couleur que les jours précédents. La lumière grise qui filtrait à travers les rideaux usés de ma chambre d'hôtel ne me semblait plus triste et oppressante, mais douce, et pleine de promesses. J'avais touché le fond, j'avais affronté mes propres démons dans le silence et la solitude, et j'avais survécu. Le chemin serait encore long, je le savais. Reconstruire la confiance prend du temps, bien plus de temps qu'il n'en faut pour la détruire. Mais pour la première fois, je sentais que j'avais les bons outils. Non plus le contrôle et la peur, mais le respect et la patience. Le téléphone n'a pas sonné le lendemain, ni le surlendemain. Durant 3 jours, j'ai vécu dans un silence total, une sorte de limbe, où je n'attendais rien et espérais tout à la fois. Mon geste devant la porte de Sophie n'appelait pas de réponse immédiate, je le savais. Était un message dans une bouteille jetée à la mer. Un acte de foi. J'ai continué ma routine morne entre la chambre d'hôtel et le banc du parc. Mais quelque chose avait changé en moi. La panique avait laissé place à une étrange sérénité. J'avais fait la seule chose juste que je pouvais faire, et le reste ne m'appartenait plus. Pour la première fois, j'acceptais de ne pas avoir le contrôle, et cette acceptation était, paradoxalement, une libération. J'apprenais à simplement être, sans avoir besoin de faire. Le 4e jour, alors que je regardais la pluie tracer des sillons sur la vitre de ma chambre, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Le nom de Sophie s'est affiché sur écran. Mon cœur a fait un bond si violent que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai fixé l'appareil, terrifié. Et si sec était pour me dire de ne plus jamais l'approcher, si mon geste avait été perçu comme une nouvelle manipulation, la sonnerie stridente semblait me juger. J'ai laissé sonner encore une fois, prenant une profonde inspiration pour calmer le tremblement de mes mains. J'ai finalement décroché, la gorge si nouée, que j'ai à peine pu murmurer un « Allô ?» presque inaudible. Un silence a suivi, un silence lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Puis, j'ai entendu sa voix, fragile, fatiguée, mais sans la dureté glaciale de notre dernière conversation. « Maman ? C'est moi. » Elle a marqué une pause, et j'ai entendu son souffle, comme si elle cherchait ses mots. « Léo va mieux. La fièvre est tombée. » Puis, les mots que je n'osais plus espérer. « Merci. Pour tout. » Le bouillon, il était comme celui de grand-mère. Sa voix s'est brisée sur la fin. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler, sentant que le moindre mot de ma part pourrait rompre ce fil ténu qui se retissait entre nous. J'ai simplement fermé les yeux, laissant une larme silencieuse couler le long de ma tempe. A-t-elle repris, hésitante. Je me demandais si tu voulais qu'on aille prendre un café, un de ces jours, quand tu auras le temps. La proposition était si simple, si normale, et pourtant elle contenait un univers de signification. Elle ne m'invitait pas chez elle. Elle ne me demandait pas de revenir dans sa vie comme avant. Elle me proposait un terrain neutre, un espace public pour commencer à dialoguer. Elle posait une limite saine, et pour la première fois,
Je l'ai comprise et respectée sans la moindre once d'amertume. J'ai accepté, la voix encore tremblante des émotions, et nous avons convenu d'un rendez-vous pour le surlendemain. En raccrochant, je me sentais à la fois vidée et remplie d'un espoir prudent. Notre rencontre dans ce petit café du centre-ville fut empreinte d'une gêne palpable. Nous étions comme deux étrangères qui se connaissaient par cœur. Nous avons commandé nos boissons, évitant de nous regarder directement dans les yeux. Nous avons parlé de la pluie et du beau temps, de la santé de Léo, du retour de Marc. Des banalités qui servaient de bouclier contre le poids de l'éléphant au milieu de la pièce. Mais peu à peu, à mesure que la chaleur de nos tasses se diffusait dans nos mains, la tension a commencé à se dissiper. J'ai vu qu'elle était fatiguée, mais ses épaules semblaient moins voûtées. Elle avait l'air plus légère, comme si un poids lui avait été retiré. Ce poids, était moi. Je n'ai pas cherché à me justifier, je n'ai pas parlé de ma solitude ni de mes difficultés. Pour la première fois, je l'ai écoutée. Vraiment écoutée. Je lui ai posé des questions sur son travail, sur ses projets, sur les progrès de Léo au dessin. Je me suis intéressée à sa vie, non pas pour la juger ou la corriger, mais par pur désir de la connaître. Elle a dû sentir ce changement, car elle s'est peu à peu ouverte, me racontant des anecdotes avec un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. Ce n'était pas une conversation de réconciliation, il n'y a eu ni excuse formelle, ni grande déclaration. Était bien plus important, était le début d'une nouvelle connaissance. Ce café a été le premier d'une longue série. Nous avons instauré un rituel. Un rendez-vous par semaine, en terrain neutre. Parfois nous allions nous promener dans un parc, parfois nous visitions un petit musée. Lentement, prudemment, nous reconstruisions notre relation sur de nouvelles bases. Des bases de respect mutuel, et de distance saine. J'ai appris à ne plus donner mon avis sur tout, à simplement être une oreille attentive. J'ai appris à lui faire confiance, et elle de son côté a appris à baisser sa garde, à me voir non plus comme une menace, mais comme une alliée. Elle a recommencé à me parler de ses doutes, mais cette fois, en me demandant mon avis, et non en le subissant. Pendant ce temps, ma propre vie prenait un tournant inattendu. Conscient que je ne pouvais pas rester éternellement à l'hôtel, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai contacté une assistante sociale. Avec l'aide de Léo, le jeune étudiant, qui m'a montré comment naviguer sur les sites d'annonces, j'ai trouvé une solution à laquelle je n'aurais jamais pensé. Une chambre à louer dans un grand appartement partagé par d'autres retraités. L'idée de vivre en communauté me terrifiait, moi qui avais toujours tout voulu contrôler. Mais la nécessité m'a poussé à franchir le pas, et ce fut la meilleure décision de ma vie. Mes nouvelles colocataires, Josiane et Yvette, étaient deux femmes pleines de vie et d'humour, qui m'ont accueillie sans poser de questions. Elles m'ont intégré à leur partie de cartes, à leur soirée télé, à leurs discussions animées sur la politique et les derniers potins du quartier. J'ai découvert le plaisir simple de la camaraderie, de l'amitié sans enjeu familial. J'ai appris à rire de moi-même, à ne pas prendre tout au sérieux. Mon chignon s'est desserré, au sens propre comme au figuré. J'ai commencé à porter des couleurs plus vives. Je était plus seulement la mère de Sophie, ou la veuve de Jean-Pierre. Je redevenais Martine. Pour occuper mes journées et me sentir utile d'une manière saine, j'ai commencé à faire du bénévolat au centre social du quartier. Forte de mon expérience de secrétaire, j'ai proposé de donner des cours d'initiation à l'informatique pour les seniors. Au début, je n'avais que 3 élèves, aussi intimidés que moi. Mais le bouche à oreille a fonctionné. Bientôt, ma petite classe était pleine. J'ai trouvé une joie immense à voir le visage de mes élèves s'illuminer, lorsqu'ils réussissaient à envoyer leur premier email à leurs petits-enfants, ou à retrouver un vieil ami sur les réseaux sociaux. Je leur transmettais une compétence, je brisais leur isolement. Et en le faisant, je brisais aussi le mien. Ma relation avec Léo, mon petit-fils, s'est elle aussi transformée. Je ne le voyais plus toutes les semaines, mais nos retrouvailles étaient plus précieuses. Sophie me le confiait un samedi sur 2. Nous n'allions plus chez elle, mais nous passions l'après-midi dehors, au parc, au cinéma ou dans mon nouveau quartier que je prenais plaisir à lui faire découvrir. Je ne cherchais plus à l'éduquer. Je jouais avec lui. Je écoutais me raconter ses histoires de super-héros avec une attention sincère. Je redevenais une grand-mère, pas une éducatrice de substitution. Et il me le rendait par des câlins spontanés et des « je t'aime mamie » qui valaient tout l'or du monde. J'ai compris que le véritable amour ne se mesure pas au temps passé ensemble, ni à la quantité de services rendus. Il se mesure à la qualité de la présence. Aimer, ce n'est pas faire à la place de l'autre, c'est être à côté de lui. C'est l'encourager, l'applaudir, et le laisser faire ses propres erreurs, tout en lui assurant qu'on sera là pour l'aider à se relever s'il tombe. J'avais enfin compris la leçon de mon cher Jean-Pierre. J'avais mis des décennies à l'intégrer, et il avait fallu que je perde tout, pour enfin y parvenir. La vie est une enseignante sévère, mais juste.
Un an a passé. Un an de reconstruction, de petits pas, de victoires silencieuses. Nous sommes au printemps. Je suis dans ce même parc, où tout a commencé. Mais je ne suis pas sur le banc froid et solitaire. Je suis assise sur une grande couverture de pique-nique, étalée sur l'herbe fraîche. Le soleil réchauffe mon visage. À côté de moi, Léo, mon petit-fils, essaye de faire voler un cerf-volant, et ses éclats de rire se mêlent au chant des oiseaux. Sophie est là aussi, allongée sur le dos, les yeux fermés, un sourire paisible sur les lèvres. L'atmosphère est légère, simple, heureuse. Notre conversation est fluide, naturelle. Elle me parle de ses projets de vacances, je lui raconte les derniers exploits de mes élèves en informatique. Il n'y a plus de non-dit, plus de tension. Juste le plaisir d'être ensemble. À un moment, elle pose sa tête sur mes genoux, un geste qu'elle n'avait pas eu depuis son adolescence. Je passe doucement ma main dans ses cheveux, et nos regards se croisent. Dans ses yeux, je ne vois plus de ressentiment, mais de l'amour et de la gratitude. Un amour nouveau, plus mûr, plus solide, car il est né non pas de la dépendance, mais de la liberté. Alors que nous partageons une part de tarte aux pommes que j'ai apportée, une silhouette familière s'approche. C'est Léo, le jeune artiste. Il a l'air plus assuré, plus confiant. Il nous salue avec un grand sourire, et nous annonce qu'il a décroché sa toute première exposition, dans une petite galerie du Marais. Nous le félicitons chaleureusement. Il me regarde et me dit simplement « Merci Martine, nos cafés m'ont aidé à tenir. » Je comprends qu'en écoutant, je l'ai aidé autant qu'il m'a aidé. Nous nous sommes servis de miroirs. Deux âmes esselées, qui ont trouvé du réconfort dans la présence silencieuse de l'autre. Sophie l'invite à partager notre pique-nique, et il accepte. Nous voilà tous les quatre, une famille improbable, et pourtant si réelle, réunis par les hasards de la vie et les blessures guéries. En regardant cette scène, ma fille sereine, mon petit-fils rieur, ce jeune homme plein d'avenir, je ressens une plénitude que je n'avais jamais connue. Je ne suis plus le centre de leur monde, et c'est parfait comme ça. Je suis une planète, qui a trouvé sa propre orbite, et qui profite de la chaleur des autres soleils qui l'entourent, sans chercher à les attirer dans son propre champ gravitationnel. J'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. On ne trouve pas son but en se rendant indispensable aux autres, mais en devenant indispensable à soi-même. Mon bonheur ne dépend plus du besoin que les autres ont de moi. Il naît de mes amitiés, de mon bénévolat, de ma capacité à profiter d'un simple rayon de soleil sur une couverture de pique-nique. J'ai dû être chassée pour enfin trouver ma vraie maison. Moi-même. Et c'est en trouvant cette maison intérieure que j'ai pu être de nouveau accueillie dans le cœur de ce que j'aime. L'amour, le vrai, n'est pas une cage, même dorée. C'est une porte ouverte. C'est avoir la force de dire « va, vis ta vie ». Et la confiance de savoir que si le lien est assez fort, l'autre reviendra toujours frapper à cette porte, non par obligation, mais par désir. J'ai mis 62 ans à comprendre cela. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le cerf-volant de Léo S. élève enfin dans le ciel tiré par le vent, libre et magnifique. Et pour la première fois, je ne crains pas qu'il ne s'envole trop loin. Je me contente d'admirer sa danse dans le bleu infini. Avez-vous vécu une histoire qui a changé votre façon de voir la vie? Laissez un petit cœur si vous croyez qu'on peut toujours tout recommencer. Abonnez-vous pour plus d'histoires réelles qui touchent le cœur. Commentez La vie est une leçon si vous croyez aussi aux secondes chances.